Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. On se trouve dans la suite de notre série formation spéciale Data Science parce que c'est ce que vous avez demandé. Et dans cette série, nous allons apprendre ensemble comment utiliser le langage Python pour faire des traitements de données. Dans cette série, en fait, nous allons nous concentrer sur le corps de la data analyst, un des grands corps en fait de la data science. Dans la précédente vidéo, nous avons installé ensemble plusieurs librairies, d'accord? Et dans cette vidéo, nous allons commencer en fait l'exploration d'une de ces librairies qui est NumPy. Maintenant, NumPy ou NumPy, tout dépend de la prononciation, est une bibliothèque Python en fait destinée à la manipulation des vecteurs multidimensionnels. On dit que NumPy permet en fait la manipulation des tableaux multidimensionnels, ce qu'on appelle en fait le ND array pour N-dimension array en anglais, d'accord? Alors, avant de commencer, on va déjà ouvrir un nouveau notebook. Et pour lancer un nouveau notebook, vous pouvez venir dans le répertoire File, New File, et vous allez sélectionner en fait un Jupyter Notebook de l'extension IPNB, d'accord? Soit carrément, vous utilisez le raccourci Alt Shift N, et là, il va lancer un tout nouveau notebook. Donc déjà, on va la sauvegarder automatiquement pour lui donner un nom, d'accord? Donc, je vais lui donner en fait le nom de la librairie qu'on va utiliser, NumPy. Donc, on va faire en fait NumPy Practice, ok, Practice plutôt, voilà, .ipnb, d'accord. En fait, évitez en fait d'avoir des noms correspondant au nom de vos bibliothèques, d'accord, parce que lorsque vous allez vouloir faire des imports, si vous faites l'import en fait dans un autre fichier, en fait, il peut arriver que Python en fait fasse amalgame en fait entre la librairie que vous avez installée et un package que vous avez créé, d'accord. Donc c'est toujours utile en fait d'ajouter en fait un suffixe ou un préfixe en fait à vos noms si le nom en fait en question que vous voulez utiliser pour le fichier est un nom d'une librairie ou un mot réservé Python, d'accord. Donc là je fais enregistrer et là il va tout simplement créer mon fichier par ici, d'accord. Donc j'ai expliqué dans la vidéo précédente en fait comment ça fonctionne. Et si vous êtes nouveau, que vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous invite en fait à aller la suivre. C'est une vidéo introductive où je parle un peu de la data science et où j'installe avec vous en fait l'ensemble des librairies nécessaires pour cette formation. Si c'est fait déjà, on va importer NumPy à la base. Donc on va faire un import et je vais lancer juste NumPy et je vais lui donner un alias NP, d'accord. L'alias MP est une convention, d'accord. C'est tout simplement la communauté Python qui utilise en fait cet alias. Cela dit, vous pouvez changer en fait cela, la nommer comme vous souhaitez. Déjà, avant de commencer, on va introduire d'abord ce que c'est qu'une liste en Python, d'accord. Si par exemple, en Python, on veut créer une liste, on fait juste L pour liste. Et là, on peut tout simplement placer tout simplement des crochets et commencer à entrer des valeurs. 1, 2, 3, d'accord. Ça, c'est une liste en Python. Donc, en Python, on peut tout simplement venir faire len, par exemple, de L. Et là, si on exécute, il va nous donner en fait la taille de notre liste. Là, il va nous demander en fait de choisir un environnement. Et je choisis l'environnement par défaut Python de 3.10. Donc là, il me dit en fait qu'il y a 3 éléments dans ma liste, d'accord? Donc ça, en fait, c'est tout simplement un tableau à dimension unique. C'est tout simplement un tableau monodimensionnel, donc unidimensionnel. Maintenant, est-il possible de créer un tableau bidimensionnel, c'est-à-dire un tableau 2D? En fait, c'est possible. Même en Python de base, cela est possible. Alors, pour créer un tableau 2D en Python, c'est très simple. On va tout simplement donner, je vais l'appeler peut-être variable x, y ici. Et pour créer un tableau à 2 dimensions, il nous faut d'abord ouvrir des premiers crochets. Et ces crochets, en fait, représentent en fait les crochets de la dimension x, d'accord? Et à l'intérieur de ces crochets, on va ouvrir encore d'autres crochets pour la dimension y, d'accord? Donc, x, y. Et là, maintenant, dans la dimension de y, maintenant, on va lui donner, par exemple, ce que l'on veut. On va dire, par exemple, ici, 1, 2, du moins 1,2,3. Et ensuite, on place une virgule là et on va replacer un deuxième tableau à l'intérieur de la deuxième dimension. Donc, on va dire ici, par exemple, que ça fait 3,4,5. OK? Donc, si on affiche en L ici d'abord, on va afficher le tableau monodimensionnel. Là, il m'affiche en fait la liste 1, 2, 3. Ok, bon, je vous ai dit tout à l'heure en fait que liste et tableau, c'est tout simplement la même entité, d'accord? Donc, c'est la même structure. Mais seulement en fait, l'appellation change d'un langage à un autre. Dans Python, on appelle liste, mais dans d'autres langages, c'est array, d'accord, pour tableau, d'accord? Alors, si on essaie d'afficher notre tableau 2D, on va afficher notre tableau X, Y, et là, vous allez voir qu'il va afficher cette structure-là, d'accord? Donc, en fait, il affiche cette structure-là. Maintenant, quand vous voulez sélectionner un élément dans un tableau unidimensionnel, d'accord? Si je sélectionne un élément dans mon tableau L, il suffit seulement que je passe en fait l'index de mon élément. C'est-à-dire que je veux sélectionner par exemple 2, je vais dire en fait que je veux L de 1.
Et là, si j'exécute, évidemment, il va m'afficher 2. Maintenant, qu'en est-il du tableau bidimensionnel, c'est-à-dire le tableau 2D? En fait, c'est pas aussi compliqué que ça va dans le même contexte. Là, je vais faire X, Y et je vais ouvrir des crochets. Maintenant, attention, dans un tableau bidimensionnel, il y a 2 dimensions. Par exemple, ici, on a 2 dimensions, une dimension X et une dimension Y. Le premier crochet que vous ouvrez en fait doit contenir en fait les coordonnées en fait de la dimension X. C'est tout simplement la ligne que l'on sélectionne. Ok? Voilà. Donc on va lui demander en fait tu veux sélectionner quelle ligne, la première ligne ou la deuxième ligne. D'accord? Et là je vais lui dire simplement que je veux d'abord que tu prennes la deuxième ligne, c'est-à-dire que je veux que tu prennes ça. Si j'exécute ça, il va m'afficher en fait 3, 4, 5, qui est en fait le composant en fait de Y en fait. Donc il sélectionne ainsi la première ligne. D'accord? Et maintenant, je vais lui dire en fait que je veux maintenant que tu sélectionnes maintenant sur la colonne. Et là, maintenant, je vais ouvrir encore un deuxième crochet ici et je vais lui passer l'index de l'élément que je vais sélectionner. Là, peut-être je vais dire que je veux l'élément 5 qui est à l'index 2. Donc, si je lance, il m'affiche 5. Alors, c'est possible également de créer un tableau à 3 dimensions sur Python, X, Y, Z, par exemple, les 3 coordonnées de notre repère. Et là, on va dire en fait que on va ouvrir d'abord un premier crochet pour la dimension X, un deuxième pour Y et un troisième pour Z. Et là, je vais lui passer 1,2,3. Et là, j'ouvre ça et je relance à nouveau un deuxième qui sera 1,2,3. Et là, à nouveau, je reviens, par exemple ici. Là, c'est bon. Je vais venir après, c'est-à-dire entre les 2 premiers crochets et je vais faire une virgule que je vais placer à nouveau un autre crochet. Et là, je vais dire, là, j'ai dit 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non, là, je vais faire 3, 4 et 5. Voilà. Et là, maintenant, je vais ouvrir à nouveau des crochets à l'intérieur et je vais dire simplement que je veux que tu fasses 6,7,8. Et là, je vais ouvrir à nouveau. Je vais venir faire 0,9,7. D'accord? Donc, si je décide d'afficher mon tableau X, Y, Z, voilà, il va m'afficher cette structure-là. Donc, en fait, pour comprendre cette structure, on a en fait un tableau 3D qui contient 2 tableaux 2D. D'accord? Donc, là, vous connaissez en fait la structure du tableau 2D qui est ici. Donc, il contient en fait 2 éléments 1D, 1D. Et pareil pour le deuxième élément 2D, il contient 2 éléments 1D, 1D. Ok, maintenant, pour sélectionner un élément dans un tableau 3D, c'est comme pour le 2D. On sélectionne d'abord l'axe, le premier axe, on va sélectionner un des 2 tableaux 2D, soit le premier, soit le deuxième. Ici, on va tout simplement passer sur le premier qui a l'index 0. D'accord? Donc, il faut que je vienne dans le crochet. Index 0. Si j'exécute, il va me sélectionner ce tout premier tableau 2D qui est ici. D'accord? Donc, si je le lance, voilà ce qu'il me donne. Ensuite, je vais indexer maintenant dans le tableau 2D, en fait, un tableau 1D. Donc, peut-être le premier ou le deuxième. Et là, je vais dire que c'est le deuxième, donc index 1. Rappelez-vous, en fait, la numérotation des index part de 0 à n-1. OK? Donc là, je fais index 1. D'accord? Et si je switch, il va me prendre 3, 4, 5. Et enfin, maintenant, la troisième dimension, on va sélectionner un vecteur, c'est-à-dire une valeur dans la liste de tableau 1D qui est là. D'accord? Donc là, c'est 3, 4, 5, allant de 1 de 0 à n-1, donc ça fait 0, 1 et 2. Si je veux la valeur 4, je dirais que ça fait 1 ici. Donc, si je dis 0, 1, 1 et je lance, il m'affiche 4. Donc, voilà, en Python, en fait, on peut manipuler autant de tableaux multidimensionnels que l'on souhaite. Et là, je sais que la question que vous posez, c'est de savoir pourquoi est-ce que NumPy est créé si en Python, on peut gérer des tableaux multidimensionnels. À quoi est-ce que ça sert? Vous allez voir dans la suite de cette vidéo, en fait, que NumPy, en fait, a été conçu spécialement pour la manipulation des tableaux multidimensionnels, ce qui n'est pas le cas du langage Python. D'accord? Alors, on va ouvrir une autre cellule et cette fois-ci, on va utiliser NumPy pour créer des tableaux. Alors, dans NumPy, en fait, on peut créer des tableaux de 2 façons. La première façon, c'est tout simplement déclarer le tableau. Là, je vais dire en fait L1 ici. OK? Et dans L1, on va tout simplement utiliser la fonction array de NumPy. Donc, on va venir faire np.array ici. Donc, on va lui passer en fait soit un objet, on peut lui passer L pour convertir L en tableau, ou simplement construire le tableau en fait avec les crochets comme on l'a fait ici. 1, d'accord, virgule 2, virgule 3. Donc, si j'exécute ça, j'ai un tableau L1 qui est là,
que je peux tout simplement demander à ce qu'il m'affiche. Donc, je fais L1 ici. Là, il m'affiche arrêt de 1, 2, 3. Lorsque vous exécutez, il affiche arrêt de 1, 2, 3. Donc, il vous fait comprendre simplement que c'est tout simplement un tableau. D'accord? Alors, ici également, on peut utiliser la fonction len sur un tableau NumPy. Ça marche très bien puisque elle hérite de Python. Donc là, si on exécute, il m'affiche 3. Donc, c'est correct. OK? Alors, dans NumPy maintenant, on va essayer en fait de créer un tableau 2D, un tableau 3D. D'accord? Donc, je vais lancer XY1. D'accord? Et là, je vais composer également en faisant np.array toujours, d'accord, pour construire le tableau. Et je vais copier ça ici. Donc, je vais construire automatiquement ce tableau-ci ici. Et là, maintenant, j'ai un tableau 2D, d'accord? Donc, je peux afficher mon tableau 2D tranquillement. Et vous allez voir la différence d'affichage entre Python et NumPy déjà. Donc, si je fais XY1 et j'exécute, et que NumPy déjà formate déjà l'affichage du tableau pour nous faire savoir que c'est un tableau. Contrairement à Python, par exemple, ici, si je fais X, Y, Z ici, d'accord? Bon, je vais faire X, Y. Si j'exécute ça, regardez, il affiche ça tout en ligne, voilà, puisque il sait pas en fait la structure qu'on a créée. C'est nous qui savons que c'est un tableau 2D. Python en fait voit ça juste comme une liste contenant des listes, c'est tout en fait. D'accord? Mais dans NumPy en fait, NumPy sait que ça c'est un tableau 2D qu'on a créé. Donc il formate l'affichage du tableau 2D de cette façon. D'accord? Ainsi, on va créer également un tableau X, Y, Z avec NumPy. D'accord? Donc je fais np. Excusez, c'est array. Voilà. Et là, je vais tout simplement utiliser x, y, z. Donc, je vais passer la variable x, y, z pour créer en fait un tableau de type NumPy. OK? Et là, je vais venir faire x, y, z de 1. Et si j'affiche, regardez, il va tout simplement m'afficher en fait un tableau 3D. Donc, ça, c'est un tableau type 3D, tranquille. D'accord? Alors, dans NumPy, comment est-ce qu'on indexe un élément? Comment est-ce qu'on affiche une valeur d'un tableau? En fait, comme je vous ai dit, NumPy n'est ni plus ni moins qu'une librairie Python. C'est simplement qu'elle se base en fait sur la couche de base du langage Python. La sélection qu'on a eu à faire en haut, en fait, fonctionne très bien pour NumPy également. D'accord? Si par exemple, prenons le tableau 1D, je vais dire L1, d'accord? Une liste 1 ici. Je vais sélectionner la valeur 2. Je vais tout simplement faire L1, 2, 1. Et là, si je compile, il affiche 2. Vous voyez que là, ça fonctionne. De la même façon, on peut venir faire X, Y, 1 ici. Et je vais tout simplement sélectionner ici. Donc là, je lui dis, je veux que tu sélectionnes la première colonne, la première ligne du moins. Et là, il m'affiche 1, 2, 3. Et dans la première ligne, je souhaite que tu prennes la deuxième valeur. Et là, il va m'afficher 3. Et de la même façon pour le tableau 3D, X, Y, Z, 1. Et on va tout simplement switcher et prendre peut-être la valeur 0 pour la première ligne, la valeur 1 pour la première colonne. Et enfin, on va tout simplement prendre en fait sur l'axe Z la valeur 0. Et là, si j'affiche, bon, comme je ne l'ai pas ici, si je viens ici, je l'ai dit d'abord, je veux que tu te bases sur cette ligne-là, la première ligne. Et dans la ligne, en fait, je veux que tu prennes le premier élément, donc l'élément à l'index 1, ce qui veut dire le deuxième élément. Et là, je veux que tu switches en fait sur la toute première valeur, la valeur 3, d'accord? Et là, si je compile, il va m'afficher toujours 3. Donc, je vais changer un peu. Je vais dire peut-être 2 pour qu'il m'affiche 5. Et là, si je lance l'exécution, voilà, il m'affiche 5. Donc, voilà un peu. Donc là, jusque-là, il n'y a pas de différence. Mais là où ça sera vraiment cool avec NumPy, en fait, regardez par exemple à la sélection. Là, on arrive à sélectionner ainsi, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais regardez par exemple, si je copie cette valeur-là, d'accord, je fais CTRL-MAJ-T, que je l'envoie en dessous, que je vais exécuter. Regardez ce qui va se passer. Quand je vais compiler, il m'affiche 3, c'est normal. Donc, première ligne, troisième valeur. Donc, c'est correct. OK? Mais dans NumPy, en fait, il y a une autre façon de sélectionner un tableau. C'est très simple. Pas besoin d'ouvrir deux crochets. On ouvre juste un crochet et on passe une virgule entre les deux composants. Regardez comment c'est cool. Là, plutôt que d'ouvrir deux crochets succincts, l'une à la suite de l'autre, on dit simplement que je veux que tu sélectionnes la première ligne et la troisième valeur. Et il va le faire. Si je compile, il va afficher toujours 3. Donc, si je change le numéro de la colonne et je lui dis 2, il m'affiche 1, puisque c'est ça. Donc, il m'affiche 2 du moins. OK? Alors, dans Python, si vous lancez ça, ça va mal planter. Python ne reconnaît pas cette syntaxe. Je dis par exemple 0,1. Attendez-vous bien, quand je lance l'exécution,
il lève une erreur pour dire type error, pour dire que la liste des index en fait ne peut pas être slicée. Cette syntaxe-là, Python la reconnaît tout simplement pour le slicing, pas pour la sélection de données. Donc ça déjà, c'est tout simplement le tout premier avantage de NumPy par rapport à Python pour la manipulation des données multifactorielles. Alors maintenant, nous allons passer aux autres raisons qui font que NumPy est vraiment cool pour la manipulation des données. D'accord? C'est parti. Alors, pour créer un tableau dans NumPy, en fait, il y a plusieurs méthodes, d'accord? Il y a la première méthode avec la fonction array qui nous permet de créer un tableau en passant en fait à des valeurs que nous souhaitons. Mais il y a d'autres fonctions qui vont nous permettre en fait de générer des tableaux, d'accord? La première fonction qu'on va voir, c'est np.arrange. La fonction arrange, en fait, va vous permettre de créer une liste de valeurs, en fait, avec une valeur de départ, une valeur d'arrivée, d'accord? Et tout simplement un pas le step. Si par exemple, vous ne mettez pas de step, juste la valeur de départ et la valeur d'arrivée, il va vous générer par exemple ici 100 valeurs allant de 0 jusqu'à 99. Donc là, je viens de créer en fait un tableau monovectoriel en fait de 100 valeurs. Maintenant, il y a la troisième valeur qui est le step ici, d'accord, qu'on peut passer. Par exemple, si je dis en fait que je veux que tu fasses des steps de 5, donc il va me créer en fait un tableau allant de 0 jusqu'à 100 à pas de 5. Donc, si j'exécute, regardez ce qui va me retourner 0, 5, 10, 15, 20, 25 jusqu'à 95. Pourquoi est-ce qu'il s'arrête à 95? Parce que la valeur de 100 n'est pas prise en compte. OK? Donc, ça, c'est déjà la façon de générer. En réalité, Arrange, en fait, a plusieurs implémentations. Par exemple, je vais venir ici. Quand vous faites ça, regardez ici, il vous dit en fait que jusqu'à 11 implémentations de cette fonction. D'accord? Donc, la première implémentation demande juste la valeur de fin. D'accord? Là, on peut dire par exemple que je veux que tu t'arrêtes à 20 et c'est tout. Donc, il va me générer 20 valeurs automatiquement, allant de 0 à 19. Voilà. Donc, il y a jusqu'à 11, mais pratiquement, il n'y en a que 3. Donc, un, où vous marquez le nombre de valeurs que vous souhaitez, il va générer aléatoirement ça. La deuxième, vous allez marquer le début et la fin. Et la troisième, vous allez marquer simplement début, fin et les pas. D'accord? Et c'est tout. La deuxième fonction qu'on va voir, c'est tout simplement la fonction once de NumPy. La fonction once, en fait, va vous permettre de créer, en fait, un tableau, voilà, contenu que de 1. Si par exemple, je dis once de 3, il va me créer, en fait, une liste de 3 valeurs de 1, 1. Voilà. Donc, il va me créer, en fait, une liste de 3 valeurs de 1, 1. Maintenant, ça, c'est un tableau monodimensionnel. Donc, c'est pas un tableau multidimensionnel. D'accord? Si, par exemple, je vais créer un tableau de dimension 2 x 3, c'est-à-dire 2 lignes, 3 colonnes, je vais simplement venir le dire, en fait, que ici, je veux que tu fasses attention, vous ouvrez des parenthèses à l'intérieur de ces parenthèses-là et vous allez passer la dimension de votre tableau, autrement 2,3. Et là, il va me créer en fait un tableau 2 x 3 composé que de 1, 1 à tous les niveaux. D'accord? De la même façon qu'on a once, on a 0 aussi. On peut faire np.zeros. Et de la même façon, on peut générer soit un tableau monovectoriel composé que de 0. Là, il va me créer en fait un tableau de 5 0. Ou simplement lui passer une shape, c'est-à-dire une dimension. Là, je vais dire 4,3. Et là, si j'exécute 4 lignes, 3 colonnes. C'est bon? Voilà. Alors, après np.once, nous aurons simplement la fonction linspace. La fonction linspace de NumPy, en fait, va nous permettre de générer, en fait, des valeurs, ok, avec une valeur de départ, que je vais marquer peut-être ici 5, une valeur d'arrivée, je dirais peut-être 100, et le nombre d'éléments que nous souhaitons avoir dans notre tableau. Donc, à la différence de arrange, en fait, qui marque les pas, lui, il nous demande juste le nombre d'éléments que nous souhaitons. Donc, il va faire une distribution équitable entre la valeur minimale et la valeur maximale sur le nombre de valeurs que vous souhaitez avoir. D'accord? Si par exemple, je lui dis que je veux juste 5 valeurs, regardez ce qui va se passer. Il va me générer juste un tableau de 5 valeurs, voilà, partant de 5 jusqu'à 100. Et c'est tout. Un attribut ici que je vais vous présenter, c'est le endpoint. D'accord? Le endpoint, en fait, que par défaut, on va mettre à false ici. Voilà. Le endpoint, en fait, indique si oui ou non, en fait, la valeur d'arrivée, la valeur finale doit être comprise dans le tableau. Là, je l'ai mis false. Si j'exécute, il ne sera pas inclus. Donc, il va s'arrêter juste à 81 puisque ça n'est pas pris en compte. D'accord? Si je passe à true, qui est la valeur par défaut, évidemment, elle va finir à 100. C'est tout. Maintenant, nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on peut générer des valeurs aléatoirement avec un NumPy grâce aux fonctions de random. Alors, qu'est-ce que c'est que le random? Random, en fait, c'est pas un mot anglais qui signifie aléatoire. Voilà, c'est tout. Donc, la définition de random, c'est aléatoire.
au hasard. Alors, les fonctions de randomisation, en fait, sont utilisées pour générer des données à des fins de test. Alors, on a plusieurs fonctions, en fait, dans random, tous contenus dans la fonction random de NumPy. Et la première fonction de random, c'est tout simplement rand. D'accord? La fonction rand, en fait, va tout simplement créer une valeur aléatoire compris entre 0 et 1. D'accord? Donc, c'est tout simplement une valeur comprise entre 0 et 1. Après ça, on a la fonction random. D'accord? Donc, on fait np.random.random en fait. Et là, il va nous générer une valeur comprise entre -1, voilà, et 1. Voilà. Donc, en fait, il peut générer en fait des valeurs négatives ici. D'accord? Ensuite, on a np.randint. Voilà, qui va nous permettre de générer des valeurs entre une valeur minimale et une valeur maximale. Donc, dans le low, en fait, on va passer une valeur qu'on va appeler peut-être 5. Et dans le height, on va passer une valeur de 20. D'accord? Et c'est tout. Donc, si vous actualisez, il va générer en fait une valeur comprise entre 5 et 20. Toujours, en fait, il va générer une valeur comprise entre 5 et 20. La spécificité, en fait, de la fonction random, en fait, c'est simplement que à chaque fois que vous allez exécuter votre code, les valeurs vont changer, puisque à chaque fois que vous exécutez, elle va choisir aléatoirement une valeur, par exemple ici, compris entre 5 et 20. Alors, les fonctions de random, en fait, ne retournent pas qu'une valeur seulement. Ici, en fait, il retourne une valeur parce qu'on ne lui a pas passé deux dimensions. Par exemple, si je veux, en fait, générer un tableau de 2 dimensions, voilà, je vais, en fait, taper np.random, par exemple, par exemple, randint, on va générer des valeurs entières. Et là, je vais lui dire simplement que je veux que tu génères une valeur comprise entre 0 et 10 et que tu crées en fait cette fois-ci sur plusieurs dimensions. Je vais lui dire par exemple que je veux que tu fasses 3,5. Et là, si j'exécute, il va sortir en fait un tableau de 3 lignes et de 5 colonnes compris entre 0 et 1. Voilà, c'est tout. Donc, on peut faire la même chose pour chacun en fait des valeurs de randomisation plus haut. Ok, donc ça marche très bien. Alors, maintenant, on va voir un peu la fonction d'identité I. La fonction d'identité I, en fait, permet en fait de créer une matrice d'identité. Donc, je fais np.i et vous allez passer en fait la dimension de la matrice. Je dis en fait 4. Si j'exécute, il va tout simplement me créer en fait une matrice d'identité de dimension 4 x 4. Et c'est tout. Voilà. Donc là, je peux dire en fait que 3, il va me créer une matrice en 3 x 3 et c'est bon. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, je vous disais tout à l'heure en fait que lorsque vous créez en fait des valeurs randomisées, par exemple ici, regardez, si je reviens ici, bon, je vais enlever ça, cette valeur-ci. Bon, non, je vais la garder. Et si j'exécute ici, en fait, vous voyez en fait la dimension qui est là. Donc, à chaque fois qu'on va exécuter, en fait, elle va tout simplement randomiser toutes les valeurs. Donc, ça change. D'accord? Alors, il y a une fonction, en fait, spéciale dans NumPy, en fait, qui est cool. La fonction seed, d'accord? Qui va nous permettre, en fait, de figer la randomisation en fonction d'une valeur donnée. Donc, par exemple, si je fais np.random.seed, ok? Je veux lui passer une valeur, peu importe la valeur, je passe par exemple la valeur 45, d'accord? Si je cite en fait ça sur la valeur de 45, quand je vais actualiser, elle va donner une valeur en fait qui correspond au random de 45. Et là, tant que ceci reste à 45, quand je vais actualiser, la valeur reste intacte, elle ne change plus. Mais si par mégarde en fait, je modifie la valeur, évidemment, il va changer de valeur, mais il va toujours rester figé sur la nouvelle valeur qui est là. D'accord? Donc, le signe va vous permettre en fait de générer des valeurs constantes qui ne changent pas. Maintenant, faites en sorte que la fonction seed en fait et la fonction de random en fait soient dans la même cellule. Ok? Voilà. Au cas contraire, en fait, peut avoir en fait des comportements inattendus. Voilà. Et pour éviter toute mauvaise surprise, mettez en fait la fonction seed et la fonction random en fait dans la même cellule. Alors, maintenant que ça c'est bon, maintenant, on va voir ensemble en fait quelques fonctions utiles de NumPy qui vous permettent en fait de manipuler vos informations et vos données. D'accord? Déjà ici, je vais stocker cette valeur que je viens de générer ici, voilà, par le site de 5 dans une variable que je vais appeler, peut-être, je vais dire aritoku. Ou peut-être A, c'est mieux. D'accord? Et là, je vais exécuter la cellule pour qu'il stocke la valeur à l'intérieur.
D'accord? Alors, maintenant que là, c'est fait maintenant, on va essayer en fait de manipuler certaines données ici. Déjà, comment fait-on déjà pour connaître la dimension de notre tableau? Par exemple, R ici, je sais que c'est un tableau de type 3x5, d'accord? Mais ici, on peut demander en fait à NumPy de nous montrer en fait la dimension du tableau grâce à la fonction shape, ou du moins à l'attribut shape, d'accord? Lorsque je fais shape pour dimension, il va me retourner en fait la dimension de mon tableau A qui est de 3 fois 5. D'accord? Donc, c'est tout simplement un attribut qui est utile là lorsque vous voulez connaître la dimension de votre tableau. Alors, après shape, on va toujours rester dans les dimensions avec la fonction reshape. Reshape est une fonction qui va nous permettre de redimensionner en fait notre tableau. À la base, notre tableau est un tableau de type 3 x 5. On peut modifier en fait sa dimension. On va lui passer une nouvelle dimension ici que je vais mettre en fait 5 fois 3. OK? Et là, si j'exécute, voilà, là, j'ai un tableau de 5 lignes et de 3 colonnes. Attention, lorsque vous utilisez en fait la fonction reshape, d'accord? Elle ne s'utilise pas n'importe comment. Là, si je dis 5 fois 4, ça ne va pas passer. Il va en fait me dire en fait que la dimension que j'ai donnée n'est pas de 15 alors, d'accord? Par exemple, là, pour comprendre un peu comment ça fonctionne, là, à la base, on a un tableau de type 3 x 5. Et là, en fait, je convertis ça en tableau de type 5 x 3. D'accord? Donc, en fait, la dimension change, mais le nombre d'éléments reste toujours la même. C'est-à-dire que là, on a 15 éléments et là, on a 15 éléments. Maintenant, lorsque je dis en fait que je veux reshaper ça à 5 x 4, là, ça fait 20 éléments et notre tableau ne contient pas 20 éléments, donc ça ne marche pas du tout. D'accord? Donc, on peut reshaper ça à 5 x 3 ou tout simplement essayer de voir si vous pouvez trouver une formule pour composer de sorte à ce que l'ensemble de la dimension finale soit équivalent à la dimension de départ. C'est comme ça qu'on peut redimensionner un tableau. Après reshape, en fait, on aura la fonction dtype. Le dtype, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement un attribut. On peut déjà visiter ça avec A de dtype qui va nous donner en fait le type de valeur en fait stocké dans nos tableaux. D'accord? Donc là, il me dit en fait que c'est des valeurs entières de type 32. Donc, c'est une fonction assez utile puisque souvent vous aurez besoin de savoir en fait quel est le type d'éléments qui peuvent être stockés dans votre tableau. Alors maintenant, on va voir quelques fonctions de maths et de statistique. Alors, la première fonction qu'on va voir, c'est la fonction max. D'accord? Donc, si par exemple, je viens par exemple ici et que je tape a.max ici, tout court, il va m'afficher en fait la valeur maximale en fait de mon tableau A. D'accord? Il me dit que c'est la valeur 9. Dans la même direction, on aura la valeur min, la fonction min du moins qui va afficher la valeur la plus minimale de votre tableau. OK? Alors, après ça, on a les fonctions argmin en fait et argmax. Et pour voir un peu ça, on va venir prendre un tableau à une seule dimension. Ça va faciliter un peu la compréhension. Là, je vais venir prendre peut-être L1, qui est un tableau NumPy à une dimension. Donc, je reviens ici et je vais prendre L1 ici, d'accord, que je vais tout simplement passer max ici, toujours, vous allez voir. Il va m'afficher la valeur maximale dans mon tableau L1 qui est de 3, d'accord, et maintenant, la fonction argmax va nous retourner en fait l'index de cette valeur-là dans le tableau. Si par exemple, j'exécute, il va m'afficher 2. Rappelez-vous, c'était 1, 2, 3, si je ne m'abuse. Voilà, donc si on remonte pour voir, ça fait 1, 2, 3. Donc, la valeur 3 est à l'index de 0, 1 et 2. Donc, c'est bon. Et c'est la même chose pour asmin, en fait, qui va vous retourner en fait l'index de la valeur minimale de votre tableau. Alors, après argmax, argmin, maxmin, on aura tout simplement la fonction statistique min qui va nous retourner la moyenne du tableau. D'accord? Donc, si on vient tout simplement dire ici que je vais faire a.min tout court et je lance l'exécution, il m'affiche 4,066. Donc, c'est la moyenne en fait de ça. Alors, on aura également la fonction mathématique squared, SQRT, d'accord. SQRT en fait n'est pas disponible dans les instances, mais dans NP directement. Donc, on va venir faire SQRT ici. On va lui passer en fait à notre tableau R ici. Donc, si on exécute,
il va nous retourner en fait la racine de toutes les valeurs de notre tableau. Voilà comment il va fonctionner. Donc, après la racine, on va continuer dans les fonctions statistiques avec on va continuer dans les fonctions statistiques avec la méthode sum. Donc, on va faire la somme ici et il va nous retourner en fait la somme de l'ensemble des valeurs de notre tableau. Ensuite, on aura la variance AR.va pour la variance des éléments de mon tableau et on a tout simplement l'écart type qui est AR.std et là, il va m'envoyer l'écart type en fait de mon tableau en entier. D'accord? Maintenant, on a des fonctions de maths telles que le logarithme disponible avec np.log. Voilà. Donc, on va lui passer le tableau. Puis, on exécute. Et là, voilà, le logarithme en fait de chaque valeur de mon tableau. D'accord? Donc, on a les fonctions en fait telles que le sinus, le cosinus et tout ça. Maintenant, on va revenir carrément aux valeurs de la statistique puisque c'est surtout avec la statistique qu'on va le plus travailler. Et là, par exemple, lorsque je compile en fait pour l'écart type, il m'envoie en fait à 3,08. Ça, en fait, c'est l'écart type de l'ensemble des éléments. Bon, je vais supprimer tout ça et venir carrément à la sommation. Donc, somme, vous savez, il fait la sommation de l'ensemble de mon tableau. Cela dit, je peux lui indiquer en fait comment je veux qu'il fasse la sommation. Je peux lui dire que je veux que, au lieu que tu fasses la sommation de tous les éléments, je veux que tu fasses l'addition en fait par cellule, non, du moins par ligne ou par colonne. D'accord? Et pour voir un peu ça, je vais d'abord printer mon tableau par-dessus ici. Et à la fin ici, je vais lui passer une valeur qui va correspondre à l'axe que je veux. Par exemple, si je lui passe la valeur 0, il va en fait effectuer l'addition suivant les colonnes en fait. D'accord? Donc là, il va faire 9 plus 0 plus 0, il m'affiche 9. 8 plus 7 plus 1, et ça fait 16. 4 plus 4 plus 1, ça fait 9 ici. Et là, voilà, il fait la sommation par colonne. D'accord? Si je lui passe la valeur 1, il va faire la sommation par ligne ici. Donc, si je l'exécute, là, il me fait 9 plus 8, plus 4, plus 7, plus 0, ça fait 28. 7 plus 7, 14. 14 plus 1, ça fait 15. 15 plus 5, ça fait 20. Donc, c'est la sommation, en fait, ainsi qui se fait par ligne. Et cette méthode s'applique à toutes les fonctions de statistique qu'on a eu à voir avec NumPy. D'accord? Donc, vous pouvez effectuer ça pour la moyenne, pour l'écart type, pour la variance et pour toutes les fonctions statistiques que vous pouvez avoir ici. Alors maintenant, nous allons passer à un truc qui est très cool en fait de NumPy, la notion de broadcasting. Qu'est-ce que c'est que le broadcasting? Le broadcasting en fait, c'est tout simplement une fonction de NumPy qui consiste à diffuser une fonctionnalité, voilà, ou tout simplement un attribut à l'ensemble des éléments d'un tableau. Prenons par exemple le tableau R ici, qu'on a créé, d'accord? Si j'affiche le tableau, il me fait 9, 0, 0, tout ça. Alors, imaginez par exemple que je veux en fait appliquer une multiplication à chaque élément de mon tableau. D'accord? Si vous prenez une liste Python classique, par exemple, supposons qu'on prenne la liste 1,2,3 et que vous voulez en fait multiplier chaque élément de cette liste par peut-être une valeur aléatoire 3. Bon, peut-être, essayons peut-être de faire tout simplement ça fois 3. Si on affiche, regardez ce qu'il me donne. En fait, il va tout simplement concaténer en fait dans un tableau en fait les composants de 3 fois les éléments de ce tableau. Vous voyez que là, il a juste créé un tableau avec 3 fois la même valeur, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous voyez un peu que c'est pas cool. D'accord? Par contre, dans NumPy, c'est tellement facile de le faire. Regardez par exemple, si je réaffiche mon tableau R ici, donc je vais venir par ici, je vais printer le tableau, je vais venir faire print de R. Et là, je vais tout simplement affecter une opération de multiplication à mon tableau. Donc, je fais AR fois 3. Si je lance, il m'affiche d'abord le premier tableau, voilà, par la fonction print ici, et il affiche en fait le résultat de l'opération. Regardez comment c'est cool en fait. Là, il a tout simplement multiplié chaque élément en fait de mon tableau en fait par
la valeur 3. Donc 9 fois 3, ça fait 27, 8 fois 3, ça fait 24, 4 fois 3, ça fait 12, 7 fois 3, 21, ainsi de suite. Donc il a effectué ça pour l'ensemble des éléments. Vous pouvez faire exactement tout ce que vous voulez avec ça. Vous pouvez appliquer même une fonction à ça. Ça va exactement faire la même chose. C'est tout simplement le broadcasting. D'accord? Donc, il s'agit que lorsque vous voulez faire une opération, voilà, on peut faire ça simplement une soustraction, moins 12. Et là, ça va marcher également. Si vous l'exécutez, voilà, il va faire 9 moins 12, ça fait moins 3, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et maintenant, nous allons voir la dernière partie, en fait, de cette vidéo sur NumPy, en fait, la sélection conditionnelle et autres. D'accord? Alors, avant de passer à la sélection conditionnelle, on va tout simplement voir comment est-ce qu'on sélectionne des éléments dans NumPy. On a vu ici, en fait, plus haut, qu'on peut sélectionner des éléments dans NumPy, voilà, en tout simplement passant autant de valeurs que nous avons, en fait, en deux dimensions dans le crochet de sélection. D'accord? Par exemple, si je reviens ici et que je prends mon tableau AR ici, que je vais d'abord afficher pour voir son contenu. Voilà, là j'ai 9, 8, ça. Si par exemple je vais sélectionner la valeur de 7 ici, je vais venir lui dire que je veux que tu fasses ça. 1,1. Et là, si je compile là, il va m'afficher normalement 7. Voilà. Puisque je lui dis simplement que je veux que tu prennes la première ligne et que tu prennes ou du moins que tu prennes la deuxième ligne et que tu prennes la deuxième colonne et il va tomber sur la valeur de 7 et c'est ça qui va afficher. Maintenant, sachez que tout ce que vous faites avec les listes Python, vous pouvez le faire avec la liste array, d'accord, les listes NumPy du moins, d'accord. Alors, par exemple, on peut faire un slicing ici également. Par exemple, si on veut slicer, supposons que, bon, là, je vais d'abord printer ça aussi pour qu'on puisse comparer les résultats à la sortie. Donc, je fais un print de ça. C'est bon? Voilà, c'est cool. Et là, maintenant, on va tout simplement appliquer ça ici. Donc, on va venir dire simplement qu'on va slicer des valeurs. Supposons qu'on veut sélectionner, regardez par exemple, juste de la deuxième ligne jusqu'à la fin. Donc, on va appliquer sur le slicing sur les lignes seulement. Donc là, je vais te dire en fait que je veux que tu fasses ça 1, 2 points. Et c'est tout. Je peux mettre la virgule sans rien passer pour la deuxième valeur. Et là, vous voyez qu'il a sélectionné 0, 7, 1, 5, 7. Et voilà. Donc, ce sont les deux dernières lignes. Cela dit, on peut également passer la valeur de moins 2, 2 points. Et là également, il retourne la même valeur. Puisqu'on peut également compter en sens inverse, moins 1, moins 2, moins 3. Ou bien 0, 1 et 2. Donc, ça marche également dans les deux cas. Maintenant, si on veut sélectionner simplement cette partie-là, c'est-à-dire cette petite partie, c'est-à-dire 1, 5, 7, 4, 6, 2. Donc, c'est très facile. On garde toujours la sélection sur les lignes. On va appliquer également un slicing sur les colonnes. D'accord? Et sur la colonne, qu'est-ce qu'on va dire en fait? On va simplement lui dire que je veux que tu prennes à partir de cette colonne-ci qui est à l'index 2. Voilà. Donc, je vais lui dire que je veux que tu fasses 2 points. Et là, si on exécute, ça fait 1, 5, 7, 4, 6, 2. Donc voilà, on peut slicer de cette façon. Les pas également peuvent s'appliquer ici. Par exemple, supposons que là, je lui dise que je veux que tu fasses 2, 0. Et là, maintenant, je lui dis rien du tout. Je lui dis simplement que je veux que tu partes jusqu'à la fin, mais à part de 2. Et là aussi, je vais faire la même chose. Je vais dire que 2, 0 jusqu'à la fin, mais à part de 2. Si j'exécute ici, voilà ce qu'il me dit. Il m'affiche d'abord 9 ici. Donc, il va sélectionner d'abord les lignes d'abord. Et sur la ligne, il va sélectionner la première ligne. Maintenant, il va sauter la deuxième. Il va sélectionner la troisième ligne. Et sur les colonnes, il fera la même chose. Il sélectionne la première colonne. Donc, le 9 et le 0 qui est là. Voilà, le 0 c'est 0 ici. Ensuite, il va sauter la deuxième colonne. Il va venir à la troisième colonne. 4 et 4. Et ensuite, sauter, ça va venir à la dernière colonne 0 et 2. Donc, voilà comment on peut sélectionner des éléments avec le slicing dans NumPy. Maintenant, nous allons passer à la toute dernière partie de notre vidéo, la sélection conditionnelle. D'accord? Et pour ce faire, on va ouvrir une nouvelle cellule. On va créer une variable que je vais appeler âge. Et cette variable va contenir une valeur générée avec random. Donc, on va utiliser juste random.randInt parce que je veux des valeurs entières. Et je vais lui demander de générer des valeurs comprises entre 0 et 100. Et je vais lui demander que je veux tout simplement. Et il doit me retourner un tableau de dimension 4 x 5. Je vais exécuter cette cellule.
C'est bon. Et après ça, je vais tout simplement ouvrir une nouvelle cellule là et vérifier ma variable âge. Et voilà un peu le contenu de cette variable là. Donc, nous avons généré en fait 20 valeurs en fait comprises entre 0 et 100. Maintenant, supposons qu'on veut sélectionner en fait des données dans notre tableau, mais cette fois-ci pas en fonction d'une valeur, mais en fonction d'une condition. Par exemple, supposons qu'on veut filtrer le nombre d'éléments, le nombre de personnes en fait dont l'âge est supérieur à X, d'accord, une valeur X qu'on définit. Déjà, voyez ce qui va se passer lorsqu'on va faire un test conditionnel avec âge directement. Donc, on va dire simplement que âge supérieur ou égal à 45. D'accord? Donc là, je lui demande en fait âge supérieur ou égal à 45 ans. Donc, si je lance l'exécution, regardez ce qui me donne en fait un tableau de la même dimension que mon tableau de base, mais en fait contenant que des valeurs booléennes en fait. Alors, on peut directement utiliser en fait ce résultat-là pour effectuer un filtre sur la variable âge et récupérer les valeurs que l'on souhaite avoir. Et pour ce faire, c'est très simple. On utilise la même syntaxe pour la sélection, d'accord? Donc, je vais couper ça. On va utiliser âge. Ok, on va ouvrir des crochets comme si on veut faire des sélections, une sélection normale. Et là, on va tout simplement passer le test conditionnel qu'on a ici. Et lorsque je vais exécuter, regardez ce qu'il me retourne. Il me retourne en fait une liste en fait de personnes dont l'âge est supérieur ou égal à 45. Ok, voilà. Donc, on peut tout simplement poser inférieur ou égal à 45 ans. Et là, voici la liste en fait des personnes qui sont dont l'âge est inférieur ou égal à 45. Donc, vous voyez que dans la liste, en fait, vous n'aurez pas 45 ans ou du moins, vous n'avez pas plus de 45 puisqu'on a posé une égalité ici aussi. D'accord? Alors, on peut également poser plusieurs conditions plutôt en fait que de faire supérieur ou égal. On peut tout simplement définir des limites. Peut-être qu'on veut sélectionner la personne comprise entre 20 ans et 45 ans. Et pour utiliser plusieurs conditions, on va utiliser en fait les structures conditionnelles AND et OR. D'accord? Donc, on va tout simplement placer chaque condition dans une parenthèse et on va tout simplement utiliser l'espérulette. Et là, on va passer notre deuxième condition. On dirait simplement âge supérieur, voilà, ou égal à 20. D'accord? Donc là, ce qu'on lui dit, c'est très simple. Je veux que tu me sélectionnes les personnes dont l'âge est inférieur ou égal à 45 ans et également les personnes dont l'âge est supérieur ou égal à 20. Donc si j'exécute ça, voilà ce qu'il va me faire. On peut également utiliser l'opérateur OR avec ce symbole-là. Et là, il va tout simplement utiliser le OU. Donc il va fusionner en fait les deux éléments. Donc, je pense que c'est bon. C'est la dernière chose que je voulais marquer dans cette vidéo. Je vous conseille en fait de la reprendre et de garder en tête en fait toutes les notions qu'on a abordées quand on va les utiliser dans la suite de la formation et surtout pour notre exercice pratique. Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.